Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour cette 30e conférence Biotech Finance en partenariat avec France Biotech. Comme d'habitude, nous sommes là, évidemment, vous le savez, pour échanger de manière conviviale et de nous enrichir les uns les autres au fil des expériences des entrepreneurs. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Marc Lemonnier. Bonsoir Marc. Bonsoir. Marc, qui est le patron de Antabio, le PDG de la société Antabio, qui travaille dans l'antibio-résistance. Il nous expliquera ce qu'il en est exactement, et qui est aussi membre du board de BIM Alliance, BIM, qui est un consortium qui regroupe un gros contingent de sociétés françaises et européennes, voire au-delà, et qui essaye d'influer politiquement pour que l'antibiorésistance devienne une question centrale dans les politiques des différents pays européens et ailleurs, en tout cas européens. Voilà, donc on est vraiment au cœur de l'actualité aujourd'hui, Marc Lemonnier. Cœur de l'actualité qui remet en avant l'anti-infectiologie, l'antibiorésistance et qui nous montre que ces secteurs ont été complètement délaissés pendant des années. Vous allez nous expliquer pourquoi. Elles sont revenues dans la lumière en raison de Covid-19, mais la grande question, c'est est-ce qu'elles ne vont pas repartir dans l'ombre après? Bonsoir tout le monde. Je pense que c'est une très bonne question parce qu'effectivement, le plus gros danger qu'on a en général dans le monde de la santé, c'est cette tendance à toujours s'inscrire dans un cercle de urgence-complaisance. Donc, une urgence sanitaire apparaît et là, il y a une forte mobilisation, évidemment, puisque tout le monde se sent concerné. Et puis, les solutions arrivent et on rentre dans un cycle de complaisance jusqu'à la prochaine urgence. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce qu'on est en train de vivre, c'est effectivement, on se rend compte dans nos pays, en tout cas, que on était faussement protégés, que nos systèmes de santé finalement sont à risque et que la santé, c'est un élément structurant de l'économie. Ça, c'est vraiment un leitmotiv que j'ai. Et je vous parlais pourquoi Antabio intègre totalement cette pensée. Mais disons que il y a un parallèle intéressant pour moi entre les maladies infectieuses et l'économie. Je pense que ce sont deux domaines qui répondent en fait à des mêmes problèmes structuraux et fondamentaux. Regardez ce qu'on appelle par exemple les signes noirs. En économie, les black swans sont des événements imprévus et imprévisibles qui créent des catastrophes, qui ont un impact catastrophique. Donc, le 11 septembre, c'est un signe noir dans l'économie. Et Covid-19 est un signe noir au niveau de la santé. Mais en réalité, quand on regarde de près, on se rend compte qu'il y avait des éléments précurseurs, des signes de l'arrivée d'un signe noir. Alors, par où il éclate et lequel il est exactement, on ne sait pas. Mais Covid-19 n'est pas un signe noir. J'en veux pour preuve, par exemple, cette vidéo de Bill Gates, cette TED Talk qu'il a donné en 2015 et que tout le monde a partagé à juste titre, parce que c'est totalement brillant, en disant, regardez, il a vu quelque chose que personne n'avait vu. Enfin, Bill Gates est une personne extrêmement brillante, mais il ne s'est pas levé le matin en disant, j'ai fait un rêve, on va être attaqué par des virus. D'ailleurs, quand on regarde la vidéo, on se rend compte qu'il donne un certain nombre de références. Il parle d'Ebola, il parle de la grippe, il parle de beaucoup de choses. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que l'antibiorésistance, c'est le signe noir de demain. Et que là, je pourrais faire mon Bill Gates et vous dire qu'en 2025, par exemple, eh ben, il va y avoir un gros épisode épidémique dû à la résistance aux antibiotiques et je pourrais vous donner un certain nombre de références. Le problème est que je vais, comme Bill Gates en 2015, parler totalement dans le vide. Et là, à nouveau, je fais le parallèle avec l'économie. Il y a des biais cognitifs dont nous sommes tous victimes qui font que nous sommes un petit peu incapables de voir au-delà de l'urgence immédiate. Et c'est par là que pêche le système. C'est-à-dire que nous avons des solutions qui sont à portée de main. Il y a dans la BIM Alliance que vous mentionnez tout à l'heure, 64. La BIM Alliance est une association de biotech européennes qui sont dédiées à l'antibiorésistance. 74 membres, dont le plus gros contingent est la France d'ailleurs, à peu près un quart de sociétés françaises.
Et nous ne cessons de répéter que nous avons, alors je regarde mon anti-sèche, on a 140 programmes, projets, produits en développement, que ce soit en préventif, en diagnostic, en thérapeutique. La plupart d'entre eux sont des produits très early stage, ils sont en préclinique, en clinique early. Et tout est là, l'innovation est là, etc. Mais nous sommes en train de nous épuiser parce que justement, le biais cognitif des investisseurs, et quand je dis investisseurs, je ne dis pas forcément les capitaux risqueurs parce que finalement, les capitaux risqueurs réagissent par rapport au marché. Mais le gouvernement, les gouvernements, la puissance publique n'est pas capable d'anticiper cette problématique. Et tout le boulot que je suis obligé de faire en tant que CEO, à part de gérer mon équipe et de développer des produits innovants, c'est d'essayer de convaincre qu'il est très bon marché d'agir maintenant pour prévenir une catastrophe qui, elle, coûterait très cher. Covid, aujourd'hui, le World Economic Forum dit 1 trillion, 1000 milliards de dépenses par an, enfin de coûts. D'ailleurs, je trouve que c'est assez bas comme fourchette. Le groupe qui a été lidéré par le Wellcome Trust il y a quelques jours, il y a 10 jours, et l'Union européenne ont réussi à rassembler 8 milliards de dollars avec Bill Gates, avec la Banque mondiale, etc. 8 milliards. Ces 8 milliards vont permettre d'avoir les ressources nécessaires pour développer des vaccins en urgence pour le Covid et résoudre des problèmes de manufacture. 1000 milliards face à 8 milliards. En temps normal, personne ne mettrait 8 milliards pour développer les vaccins. D'ailleurs, la valeur d'un vaccin contre le Covid il y a 6 mois, c'était 0. Aujourd'hui, c'est plusieurs milliards. Donc, vous voyez que le marché tout seul ne peut pas résoudre ce problème. Il faut que nous anticipions, il faut que nous fassions ce qu'on a pu faire. Excusez-moi, je suis un peu bavard, mais je pense que c'est vraiment très, très crucial cette problématique économique. Quand on a eu une épidémie d'accidents de voiture dans les années 70, où les gens roulaient sans ceinture, où il n'y avait absolument rien, les gouvernements ont pris les choses en main. Et ils ont mis les ceintures de sécurité. Et puis après, on a eu les freins ABS, et on a eu les airbags, on a eu des autoroutes qui étaient entretenues, on a mis des éclairages, on a interdit l'alcool au volant. Bref, il y a eu tout un tas d'approches qui pouvaient coûter cher. Le contribuable paye pour ses routes en bon état, pour ses éclairages. Les voitures sont plus chères parce qu'elles ont des ceintures de sécurité. Mais pourquoi refuse-t-on de le faire pour l'antibiorésistance? Alors, les gens vous diront, parce que, écoutez, on ne va pas quand même dépenser de l'argent sur un problème qui n'existe pas, qui n'est qu'hypothétique. Faux. Le budget de la biodéfense aux États-Unis, 6,7 milliards de dollars. Et d'ailleurs, c'est tellement hypothétique qu'ils ont commencé à se dire que bon, cet argent, quand même, il faudrait le justifier par quelque chose de concret. Et ils sont maintenant en train d'accepter des produits, je vous le donne en mille, destinés à lutter contre l'antibiorésistance. Une société appelée Paratech, à travers le programme BioShield, Biodéfense américain, a été financé récemment. Donc, oui, on est capable de le faire. C'est de la volonté politique qui manque. Donc, la BIM Alliance, on fait ce qu'on peut. Malheureusement, dans le domaine de la santé, tout cela est noyauté par les médecins et les scientifiques dont je suis. Et les médecins et les scientifiques, on est des gens très bons, mais par contre, on est très mauvais à deux choses. On est très mauvais en communication et on est très mauvais en économie. Et c'est pour ça qu'il faut absolument introduire de l'expertise économique si on veut résoudre ce problème. Ce problème est un problème économique. Nous l'avons vu, le Covid est capable de détruire des économies. L'antibiorésistance le fera aussi. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, je pense que malheureusement, nous allons repartir dans l'urgence complaisance dès qu'on aura trouvé un vaccin ou dès qu'il y aura des médicaments qui permettront de gérer la crise. Mais franchement, je souhaite qu'on prenne une leçon et je souhaite qu'on reconnaisse qu'il y a de l'innovation qu'il faut soutenir maintenant et pas dans 2 ans. Parce que dans 2 ans, le fruit sera tombé de l'arbre et il sera pourri. Voilà. Bien, merci. Alors, Marc, que vous nous disiez que vous n'êtes pas très bon en communication, je n'y crois pas à l'ombre d'un instant.
pour vous, en tout cas. C'est ma faute. Et simplement, revenons sur maintenant sur Antabio. Justement, où est votre proposition de valeur? Où est-ce que vous en êtes? Et comment est-ce que cette crise pour vous, au sein d'Antabio, vous permet d'avancer plus sereinement? Alors, bon, oui, j'allais dire oui. Bon, les incertitudes au niveau de l'économie et de par où vont partir les investissements et est-ce que ça va créer un appel d'air ou pas, j'en sais rien. Je pense qu'en toute logique, ça devrait, puisque le Covid-19, déjà une des conséquences évidentes, c'est que la consommation d'antibiotiques est en train d'augmenter. 90%, je pense, des patients, je crois, j'avais lu dans un papier chinois, sont traités aux antibiotiques d'entrée. Donc, enfin, on est en train de traiter les gens d'une façon assez désespérée. Et je pense que les efforts de stewardship, c'est-à-dire de bon usage des antibiotiques, sont en train de voler en éclats. Ça, en toute logique, ça devrait conduire à une augmentation des résistances aux antibiotiques qu'on va voir sur les prochaines années. Ça va sans dire que les patients de Covid sont des patients qui sont en mauvais état, ils sont intubés, etc. Et là aussi, en théorie, même si on n'a pas les données encore, ils devraient être sujets à des infections secondaires qui pourraient impacter leur mortalité. Mais là, franchement, on n'a pas encore assez de recul. Donc, pour toutes ces raisons, effectivement, développer des antibiotiques destinés à traiter ces infections sévères et mortelles à l'hôpital devrait retrouver un attrait. Comment réagit Antabio par rapport à ça? Depuis toujours, nous avons été guidés par l'utilité clinique. C'est-à-dire, nous, on pense que dans un marché cassé, un dysfonctionnel, il est évident que moins on est différencié des génériques, moins on a d'arguments, non seulement pour convaincre les cliniciens, mais pour convaincre les investisseurs et pour convaincre les financeurs publics d'investir dans des incentives pour des nouveaux antibiotiques. Donc, on a fait, évidemment, nous, l'innovation, ce n'est pas la nouveauté, ce n'est pas la science prix Nobel, c'est l'utilité clinique. Et dans l'utilité clinique, il y a la nouveauté. Si on n'est pas nouveau, on n'est pas utile. Mais c'est de s'adresser à des pathogènes et à des infections qui soient prioritaires, qui soient reconnues comme étant les plus dangereuses, c'est-à-dire les sources des prochains black swans. Donc, nous, tous nos programmes adressent des pathogènes prioritaires de l'OMS, de la CDC, de tous ces organismes qui regardent l'épidémiologie au niveau mondial. Et quand je dis utilité clinique, je veux que le clinicien reconnaisse dans ce produit, en le voyant, en sachant comment le doser et l'utiliser, il ait une facilité, ça lui parle. Donc, c'est pour ça que nous développons des molécules qui, en fait, viennent cibler des mécanismes de résistance et sont associés à des antibiotiques que les cliniciens connaissent très bien et qui sont des antibiotiques qui sont safe et très efficaces. Donc, nous associons nos molécules casseuses de résistance à des antibiotiques comme le méropenem qui sont les jouets favoris, on va dire, des cliniciens en réanimation. Et nous adressons des mécanismes émergents. Et ça, c'est le risque, c'est-à-dire ça a été la faiblesse d'Antabio dans le pitch vis-à-vis d'investisseurs qui n'aiment pas le risque, de dire on est en train d'adresser les infections de demain, on est en train d'inventer l'antithérapie de demain. Ça, c'était vraiment quelque chose qui ne passait pas. Aujourd'hui, si avec Covid-19, on n'a pas compris qu'il faut commencer à avoir de la nouveauté, non simplement pour aider les cliniciens, mais également pour pouvoir justifier des modes de remboursement et un effort de la société pour payer plus cher un médicament qui est vraiment une valeur sociétale. Donc, Antabio, c'est ça, c'est essayer de comprendre. On est une boîte qui fait de la science, qui développe des médicaments. Dans mon équipe, il y a des ex de Novexel, il y a des gens d'AstraZeneca, de GSK, des gens qui ont fait ça souvent et avec succès, d'amener des antibiotiques sur le marché. Mais il y a également toujours cette pensée économique, cette pensée financière. Si je donne quelque chose, il faut que ça soit utile et il faut que je puisse justifier sa valeur. Voilà un peu comment nous fonctionnons. On a l'impression que Antabio est plus soutenu par l'investissement étranger américain, le réseau Carbix, que par les fonds français eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous parler de Carbix et de ce gap avec l'investissement français?
Alors, oui, je peux vous parler de Carbix et évidemment, on a eu beaucoup de soutien à l'étranger, ce qui n'est pas sans dire qu'on a des investisseurs français. D'ailleurs, l'ensemble du panel de nos investisseurs, à ce jour, je parle de fonds de capital risque, sont basés dans la région de Toulouse ou à Paris. Et également, nous avons Christophe Ricard, qui est notre investisseur principal et qui nous a soutenus depuis le début avec sa vision et son soutien stratégique et financier. Et qui est avec nous ce soir. Et qui est avec nous, je crois. Voilà. Absolument, absolument. Voilà. Bonjour Christophe, bonsoir. Après, moi, j'ai construit une boîte anglo-saxonne et ça, c'est pas de la, c'est du hasard, oui et non, dans le sens qu'en fait, que ce soit la Grande-Bretagne, les États-Unis ont une grande tradition de développement d'antibiotiques et de grandes compétences. Et j'ai pensé également qu'il fallait accéder à ce monde pour accéder à des financements un petit peu exotiques pour une boîte française. Donc, nous avons été les premiers à avoir le Wellcome Trust, par exemple. On a eu 2 fois de financement du Wellcome Trust en 2013 et 2015 pour 4 millions à peu près chacun. Et puis après, le fameux Carbix. Et qu'est-ce que c'est que Carbix? Carbix, là, il faut leur rendre hommage. C'est vraiment un consortium visionnaire et un assemblage hétéroclite, puisqu'on y trouve les fonds fédéraux américains à travers BARDA, mais également des organisations caritatives, enfin des fondations biomédicales comme le Wellcome Trust et comme Bill and Melinda Gates, mais aussi le gouvernement anglais et le gouvernement allemand. Et la France n'y a pas encore pris part. Carbix subventionne de la R&D early, c'est-à-dire il finance jusqu'à la phase 1. Après la phase 1, qui est déjà une vallée du désert, mais il y a une autre vallée du désert, c'est comment est-ce que je finance jusqu'au marché, quoi. Et là, il y a Barda et il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est-à-dire, là, on a une grande traversée du désert. Dans un marché, à nouveau, qui est dysfonctionnel, et on en parlera, si vous voulez que j'aborde les raisons de la problématique marché, je le ferai avec plaisir. Mais disons que voilà, donc mon appel, ce que j'ai écrit l'autre jour dans ma petite tribune dans votre journal, j'appelle la France, parce que c'est mon pays, c'est là où je suis basé, à adresser cette vallée du désert, ce besoin. Je répète, c'est bon marché par rapport à l'impact désastreux que va avoir l'antibiothérapie, pas seulement chez le patient qui a eu la malchance d'être infecté parce que voilà, il s'est coupé ou un truc. Non, je suis en train de parler des patients traités, des patients atteints de cancer et qui subissent des chimiothérapies, qui sont immunodéprimés, qui sont sujets à des infections. Je suis en train de parler des remplacements de prothèses dans les genoux. Si vous êtes infecté par une bactérie qui est résistante, par exemple, qui porte NDM, NDM, c'est un élément, c'est un mécanisme de résistance aux antibiotiques, mais qui est porté par ce qu'on appelle un plasmide. C'est un élément d'ADN qui est transféré de bactérie en bactérie très facilement. Et ces bactéries-là, non seulement elles sont résistantes au carbapénème, mais elles sont résistantes à tous les antibiotiques, sauf la colistine, sachant que la résistance à la colistine a déjà émergé en Chine. Donc, je parle de l'architecture de l'hôpital, je parle de l'architecture de la santé qui va s'écrouler si on n'est pas capable de répondre à ça. Parce que quel est l'homme de 50 ans qui commence à avoir le genou qui est mais qui dit qu'il veut continuer à jouer au tennis, qui va aller se faire opérer du genou s'il attrape une infection par une Klebsiella NDM et qu'il a une chance sur 2 de mourir. Donc voilà, donc je parle de mortalité, mais je parle également de toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau d'une population et de l'économie. Donc, je demande à la France de faire ce geste. La France fait plein de choses, soyons tout à fait justes et honnêtes. Il a à la tête de la problématique de l'antibiorésistance au ministère de la Santé quelqu'un d'une énorme compétence, qui est Céline Pulsini, mais qui n'est pas un économiste. On n'a pas l'équivalent d'un Jim O'Neill qui est en Angleterre. Par exemple, Jim O'Neill, c'est un type qui sont allés chercher les gens responsables de la santé en Angleterre et qui est un ex de Goldman Sachs et qui est un économiste. Ils sont allés le chercher et ils sont allés lui demander explique-nous exactement quel est le problème ici. Si l'antibiorésistance commence à prendre des proportions épidémiques et ça monte et on le voit et tout le monde le voit. Et Jim O'Neill a fait une étude, il a fait un pavé et c'est à ce jour le seul
le seul modèle économique, on va dire, un petit peu élaboré, développé, qui part de l'analyse jusqu'à la proposition de solution, qui soit disponible. Je pense qu'en France, nous avons des économistes de premier lieu, de top niveau, avec lesquels nous sommes en train de discuter à travers l'Alliance BIM. Et je pense qu'il faut absolument qu'on rentre cette logique économique parce que c'est eux peut-être qui vont réussir à porter ce message que nous, les scientifiques et les médecins, ne sommes pas capables vraiment de faire résonner au niveau du gouvernement. On va revenir au cœur de cette problématique parce qu'effectivement, il y a des freins avec les standards par rapport à ce que vous produisez. Mais justement, moi, j'aimerais bien vous entendre parler de votre pipeline, savoir de quoi il est constitué aujourd'hui, quelles sont les étapes qui restent à franchir et quand est-ce que vous accédez au marché. D'accord. Éventuellement. Donc, nous, on est en fait, alors là, je reviens un peu avec le Covid, on est à un stade qui s'appelle la préclinique. Évidemment, donc, c'est entre la discovery, c'est-à-dire la pure recherche de molécules, et les essais cliniques. Et ce stade-là, grosso modo, dans notre pipeline, nos projets sont échelonnés, mais on va dire qu'ils sont tous au stade préclinique. Ça nous a beaucoup protégés du Covid. Aujourd'hui, on peut dire qu'Antabio est une société qui est assez modèle par rapport à la crise du Covid parce que, on a réagi très vite. C'est vrai qu'on a une énorme activité de prospection en Chine. Et je vous expliquerai pourquoi par rapport à l'intérêt de nos produits. Et donc, notre réseau chinois, on entendait qu'il se passait des choses en Chine et que cette histoire de Covid était quand même sérieuse. Et nous avons été en télétravail avant même le début du confinement officiel. Donc, on a réagi très vite. Et deuxièmement, le fait qu'on soit en préclinique, ben, ça nous a protégés parce que voilà, on n'a pas de projet en clinique. Et on a aussi la chance de travailler avec des prestataires qui ont été très, très réactifs et très, très bien protégés. Donc ça, c'est pour le contexte. Maintenant, pour ce qui est de nos projets, ben, comme je vous disais tout à l'heure, la spécificité d'Antabio, c'est de développer des molécules, des nouvelles molécules pour aller cibler directement, aller attaquer les bactéries dans la cause de la résistance. Donc, on développe des inhibiteurs de résistance et on les associe avec un antibiotique pour rendre cet antibiotique à nouveau efficace. Et ça a l'avantage que ça permet de traiter des infections qui autrement n'ont pas d'alternative ou peu d'alternatives thérapeutiques, mais également le médecin, lui, c'est un peu comme l'Alka-Seltzer, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 20 ans, c'était un truc qu'on prenait quand on avait l'acidité d'estomac, et puis je ne sais plus qui avait développé ce produit, mais ils avaient fait Alka-Seltzer plus. Donc, ils avaient rajouté un tampon, je ne sais pas si c'était de la citrate de bétaïne, je ne sais pas quoi, enfin, qui faisait que, voilà, c'était plus. Bon, ben, tout le monde prenait l'Alka-Seltzer plus, exactement comme l'Alka-Seltzer. Et donc là, c'est exactement notre proposition, c'est que le médecin va lui donner son méropenem, qui pourra à nouveau prescrire à ses patients, parce que ce méropenem est un méropenem plus, qui a maintenant un inhibiteur qui le rend actif contre ces bactéries résistantes. Les mécanismes émergents, NDM, j'en avais parlé, c'est un mécanisme de résistance au carbapénem. Alors lui, il n'est pas né en Chine, mais il est né en Inde. Et NDM, ça veut dire New Delhi Metallo-Beta-Lactamase. La première fois que ça a été décrit, c'était en 2008. Aujourd'hui, l'Inde est totalement inondée de bactéries NDM. En Chine, on a des taux aussi qui sont extrêmement préoccupants et ça commence à arriver partout dans le monde. Et par exemple, l'année dernière, il y a eu des épisodes épidémiques, notamment en Toscane avec des morts, mais également en Allemagne et en Hollande. Donc, c'est une baignoire qui déborde. La baignoire, c'est l'Inde et la Chine. Et là, nous commençons à voir l'eau couler sur notre tapis. Donc, Antabio a une proposition de solution thérapeutique contre ces bactéries. Le deuxième projet, c'est la même philosophie, mais c'est une molécule qui, elle, va adresser des mécanismes de résistance qui sont prévalents dans le monde entier. Donc, c'est une molécule qui cible ce qu'on appelle KPC, OXA, et un certain nombre de bactéries gram-négatives qui font que c'est un projet très intéressant et très pertinent, notamment pour les infections respiratoires. C'est une molécule qu'on appelle ANT3310 et que nous sommes, c'est celle qui a reçu le label QIDP de la FDA récemment.
qui reconnaît son intérêt en tant qu'adressant un besoin médical urgent. Et après, le troisième programme qu'on a, lui, il cible un marché niche, une maladie orpheline, qui est la mucoviscidose. Et là, cette molécule, elle est différente des autres, c'est-à-dire qu'elle sera également administrée avec des antibiotiques, mais ça sera un traitement par inhalation et qui pourrait être combiné d'ailleurs avec d'autres partenaires, pas en combinaison fixe, en association fixe, et destiné à traiter les infections chroniques chez les patients atteints de mucoviscidose, les infections chroniques étant la cause majeure en fait de la mortalité précoce de ces patients. Donc des projets innovants ciblant à chaque fois des bactéries prioritaires de l'OMS en préclinique. Nous sommes en train de préparer la phase 1 pour le projet NDM et très honnêtement, comme NDM, à nouveau les biais cognitifs n'est pas extrêmement prévalent en Europe et aux États-Unis. Nous cherchons des partenariats en Asie parce que là, le problème, il est là, il est réel, il est actuel, il y a déjà des morts. Donc, ce programme est un programme pour lequel nous cherchons des partenariats asiatiques, notamment. Pour les deux autres programmes, ils sont un petit peu plus early, donc ils sont en préclinique ou juste au début de la préclinique. Et pour ces programmes-là, nous sommes en train de lever des fonds au sein d'Antabio, de préparer une série B de 20 millions d'euros qui nous permettra d'atteindre en 2023 des résultats de phase 1 pour l'ensemble des programmes, pour faire simple. Et dans l'antibiothérapie, on a quand même la chance que la phase 1 est une vraie étape de valeur et de levée de risque, puisque en général, quand on demande que c'est safe et qu'il y a une efficacité réelle montrée chez l'animal, le risque est levé par rapport à d'autres aires thérapeutiques. Donc, le phasage de notre levée de fonds, c'est 20 millions pour arriver en 2023 avec une société qui a des projets en clinique et avec le risque levé de façon significative. Bien, merci pour cette réponse complète. On l'a vu, il y a beaucoup de freins avec le standard. Hein, vous l'évoquez, c'est une question que vous évoquez souvent, le frein du standard par rapport aux produits innovants, les questions de prix, parce que c'est aussi ça. C'est pour ça que vous appelez de vos voeux une responsabilisation des autorités de santé publique. Oui, alors, soyons très clairs, parce que évidemment, ici, et surtout en cette période où la communication scientifique est empreinte de polémique, on ne peut plus ouvrir la bouche sans que les gens essayent d'analyser ce que vous dites à travers le prisme du conflit d'intérêts. Moi, les génériques, je les adore. Et il faut utiliser des génériques quand les génériques vont vous sauver. Il n'y a absolument aucun problème. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je ne suis pas pour qu'on survende des antibiotiques. Les volumes de vente des antibiotiques doivent être contrôlés. On sait que plus on utilise des antibiotiques et plus on crée des résistances. Mon combat, le combat de BIM, ce n'est pas ça. Le combat de BIM et des boîtes comme Antabio, c'est de dire, quand on a un besoin médical non adressé, il faut que ce produit, s'il est vraiment différencié, s'il est vraiment efficace, s'il est vraiment safe, il faut que ce produit ait sa chance. Et il faut que le clinicien, il ait l'opportunité de l'utiliser. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Exemple très, très simple. D'où vient tout ça? À nouveau, l'économie. Je veux dire, dans les années, Ronald Reagan, en 1981, il arrive et il dit il faut absolument contrôler les dépenses publiques, on va commencer à s'attaquer à l'hôpital. Et il introduit les DRG, Diagnostic Related Groups, en disant aux hôpitaux, à partir de maintenant, quelqu'un qui a une opération du genou, voilà, il reste 5 jours, on va dire, là, vous serez remboursé $6,000. Et ainsi de suite. Et chaque patient était relié à un groupe de remboursement, un groupe de diagnostic DRG. Bien, arrive l'antibiorésistance, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette personne qui a une opération du genou et qui son genou s'infecte, eh bien, on va le traiter avec la molécule la moins chère. Parce que maintenant, le prix de l'antibiothérapie, il va être pris sur ce DRG. Et s'il dépasse le DRG, eh ben, ça viendra de la poche de l'hôpital. Donc, l'hôpital est sous pression pour utiliser au maximum les génériques. Et à nouveau, parfait tant que ça marche. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des bactéries qui ont des mécanismes de résistance qui font que
les génériques habituellement utilisés, le méropenem en est un et tous les autres, ne marchent pas. Qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne le seul générique qui marche encore, qui sont souvent des molécules de fond de tiroir toxiques comme la colistine. Et là, je dis stop. Parce que là, on n'est plus en train de penser aux bénéfices du patient, on est en train de limiter financièrement l'utilisation du meilleur produit. Parce qu'un produit comme la l'ivectam ceftazidime, inventé par Novexel et développé après par AstraZeneca et maintenant chez Pfizer, c'est un excellent antibiotique, safe, et évidemment, il coûte 1 000 $ le traitement par rapport à 50 $ de colistine. Donc, qu'est-ce qu'ont en train de faire les États-Unis? Ce que sont en train de faire les États-Unis avant Covid, mais je pense que ça va continuer, c'est qu'ils sont en train de changer ça. C'est-à-dire que maintenant, le système de remboursement, ils ont augmenté un peu la marge de remboursement de ces nouveaux antibiotiques s'ils sont QIDP, comme les antibiotiques, c'est-à-dire prouver traiter des infections résistantes et vraiment un besoin non adressé, eh bien, ils seront mieux remboursés. Ça, c'est parfait. Parce que ça veut dire que maintenant, moi, clinicien, si j'estime que le produit Antabio, c'est celui qui va sauver mon patient, je peux l'utiliser et je serai remboursé. On n'y est pas encore, hein. On n'est pas encore à 100% de remboursement, mais on y va. Mais ça ne veut pas dire que le produit Antabio, il va pouvoir faire un marché, il va avoir un chiffre d'affaires, des revenus qui vont attirer des investisseurs privés. Parce que je n'ai pas le droit, même si je développe une molécule qui va sauver des vies, je n'ai pas le droit d'avoir le même prix que peuvent avoir d'autres molécules, par exemple anticancéreuses, qui est des pricing très très haut. Et je peux abonder dans le sens de pourquoi il y a une telle pression sur le pricing des antibiotiques, mais c'est un réel problème. Donc, à nouveau, il faut introduire de l'économie là-dedans. Il faut valoriser les antibiotiques nouveaux et adressant des besoins médicaux non adressés, non pas simplement sur la valeur qu'ils ont sur le patient X, mais sur la valeur sociétale. Ce sont des composants de l'infrastructure de la santé. C'est les extincteurs dans un immeuble. Je veux dire, on n'est pas en train de dire il faut qu'il y ait des incendies pour justifier que j'ai acheté un extincteur. On est en train de dire la santé ne tient que s'il y a des extincteurs. Aujourd'hui, cette santé n'a pas d'extincteur qui s'appelle les antibiotiques pour traiter les infections résistantes. Il faut changer ce système et il faut permettre non simplement un meilleur remboursement, mais une valorisation des antibiotiques, non pas sur le volume de vente, mais sur la valeur sociétale de ces antibiotiques. Bien, merci Marc pour cet ensemble de réponses nourries. Il est 19h33. Eh bien, on va passer aux questions des participants à cette conférence. Si quelqu'un veut poser la fameuse première question. Est-ce qu'il y en a une? Bon, non, alors on continue, Marc. Vous avez parlé d'une levée de fonds de 20 millions d'euros. Et vous êtes en pointe des relations avec la Chine. On a beaucoup discuté dans les différentes conférences des investisseurs chinois qui étaient déjà très actifs, qui ont été actifs dès début janvier-février, qui ont repris les cordons de la bourse et financé de nombreux programmes. Est-ce que vous avez des cibles de ce côté-là pour votre campagne d'investissement? Cher Jacques Bernard, nous n'avons pas le luxe, si vous voulez, de prioriser à ce moment les sources et les cibles potentielles. Donc, c'est vrai qu'on parle avec des Chinois comme je parle avec des Américains, des Européens, etc. La différence que je vois au niveau des investisseurs chinois, c'est qu'ils ont moins de biais cognitifs que les Occidentaux. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont conscience, je pense qu'en Chine, il y a également une volonté, alors c'est des pays qui n'ont pas des systèmes politiques similaires aux nôtres, donc les décisions sont peut-être plus verticales et plus abruptes, on va dire. Il y a une conscience que la santé publique est structurante. La Chine et son système de santé ne font qu'un. Et la crise du Covid, très clairement, est en train de remontrer, et de remettre à nouveau les pendules à l'heure. L'État chinois, j'anticipe, aura une réaction extrêmement musclé par rapport à ce problème. Donc oui, on parle à des investisseurs chinois, mais aussi à des investisseurs européens. Et là, franchement, il y a deux catégories. Les investisseurs que j'ai chez Antabio, ce sont des personnes qui
je pense, adhèrent au discours que j'ai donné, mais qui pensent aussi, comme moi, que le marché il va y avoir une intervention au niveau du marché, il va y avoir une rémunération des développeurs. Il y a déjà des incentives de type push, c'est-à-dire des financements destinés à réduire les coûts de R&D, donc c'est ce qu'on a obtenu, le Wellcome Trust, Carby, etc. Maintenant, il manque des incentives de type pool, c'est-à-dire des choses qui rendent le marché attractif, des modèles de rémunération de l'entrée au marché. Donc, on retrouve ces investisseurs qui pensent que ça va arriver. Et il y a aussi les investisseurs qui sont plus suiveurs et qui se disent, écoutez, je n'y vois pas clair. Je comprends qu'il y a un besoin médical, mais j'ai besoin de voir des bonnes nouvelles de marché. Je dirais que c'est intéressant parce que Roche a fait un deal avec Forge, qui est une boîte concurrente d'Antabio, américaine de San Diego, qui développe également des molécules destinées à traiter des infections sévères à l'hôpital. Et là, ils ont fait un deal récemment qu'ils ont annoncé il y a une dizaine de jours. Je le dis parce que, alors que dans d'autres domaines, des deals de ce genre, on voit peut-être tous les mois, mais nous, ça faisait un bon moment. Donc, est-ce que ça, c'est déjà le signe que certains Roche, et Roche, en général, ils sont pas mauvais pour détecter en les autres les mouvements. Voilà, il y a ce genre de choses. Donc, nous, on sent un intérêt, on sent que ça me frémit, mais il faut un geste fort des puissances publiques pour rebooster ce marché. Je pensais que Sanofi se mord les doigts d'avoir lâché à Evotech ce qu'il faisait. Le Joker. On Bon, rentre pas dans ce cas. ok. Alors, est-ce que ça, c'est une question de Pauline Rambaud qui souhaiterait que vous partagiez un peu ce que vous connaissez de l'étude des propositions de Jim O'Neill. Qu'est-ce Jim O'Neill, bon, la grande avancée enfin, le grand mérite de Jim O'Neill, c'est d'avoir posé un certain nombre de bases d'une façon assez claire, d'avoir surtout exprimé que la solution était multifactorielle. Là, j'en reviens à mon image des accidents de voiture. Ça peut pas être que juste du push ou juste du pull ou juste une modification au niveau de la réglementation du développement clinique. Ça doit être une batterie d'initiatives. Et notamment, il a parlé de Market Entry Rewards. Donc, en ce moment, les Anglais sont pionniers. Ils sont d'ailleurs les premiers. Le Royaume-Uni est le premier pays à proposer un pilote d'un modèle qui est un modèle de souscription. C'est un peu un modèle Spotify ou Netflix, si vous voulez, dans lequel le développeur sera rémunéré. Donc, l'État va s'engager sur, évidemment, des antibiotiques qui rempliront un certain nombre de critères, et notamment des critères de bon usage des antibiotiques, entre autres, et aussi de procurement et compagnie. Bref, le développeur sera rémunéré non pas en fonction du volume de vente, puisque c'est ça qu'on ne veut pas encourager, mais simplement en fonction de, voilà, il y aura comme Spotify, c'est-à-dire que ce soit prescrit, pardon, très souvent ou très peu, l'hôpital a accès, sait qu'il a accès à cette nouvelle molécule et le développeur maintenant peut prédire les revenus puisque les gens payent une licence d'accès en fait, au lieu de payer au niveau des volumes. Ça, c'est un modèle intéressant. D'autres pays, il y a la Suède aussi, qui ont un modèle de ce type-là, essayant de stimuler, de favoriser l'accès au marché et de donner surtout aux développeurs comme nous une visibilité des revenus. Parce que si moi j'ai une visibilité, donc mes investisseurs commencent à avoir une visibilité et là on fait rentrer le cercle vertueux. Donc tout ça c'est assez précoce. Aux États-Unis, il y a des projets de loi, ça s'appelle des bills au Congrès américain. Très malheureusement, Covid a mis un grand coup de pied dans cette fourmilière qui pourtant commençait à prendre. Et d'une façon très étonnante, enfin très étonnante, on est encore dans le biais cognitif, Covid a donné un coup d'arrêt à des choses qui sont totalement liées à Covid, c'est-à-dire le problème de la résistance aux antibiotiques. Donc là, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais enfin quand même, il y a des projets de loi aux États-Unis destinés à, voilà, à libérer ces forces de marché et à stimuler le marché. C'est un effort qui doit être global.
s'il veut être efficace. Il n'y a pas un pays qui va pouvoir résoudre tout seul cette problématique. Mais nous sommes maintenant, pour la première fois, dans le concret, dans les essais pilotes et non pas dans les théories. Et c'est grâce à Jim O'Neill qu'on a démarré tout ça. C'est pourquoi moi, je pense qu'on a identifié nos potentiels Jim O'Neill en France, mais j'aimerais que nous ayons, main dans la main, un discours économique sur cette question, de façon à faire entrer la France dans le cercle des pays qui soient vraiment déterminants et décisifs sur ces histoires de marché. Bien, merci pour cette réponse. Emmanuel Deponge a une question. Emmanuel, je vous passe le micro, vous pouvez y aller. Oui, bonsoir, Bonsoir. bonsoir Marc. Bonsoir Emmanuel. En fait, j'ai une question en fait, de comparaison entre votre approche en fait, de casser finalement l'antibiorésistance, alliée donc à des antibiotiques classiques, à une approche par phagothérapie avec des phages, dont on entend pas mal parler aujourd'hui. Alors, il y a tout un tas d'approches qui sont complémentaires. Dans l'Alliance BIM, par exemple, sur les 140 produits qu'on a, vous allez trouver des approches par phagothérapie, vous allez trouver des produits par inhalation, intraveineuse, thérapeutique, préventif. Et toutes ces approches, en fait, sont complémentaires. La phagothérapie, traditionnellement, se prête mal au traitement IV. Mais franchement, je ne suis pas un bon connaisseur de la phagothérapie et je n'aimerais pas donner l'impression que je suis en train de casser des approches différentes. Mais je dirais que la phagothérapie, elle a probablement un target product profile qui peut être extrêmement utile et innovant pour certaines indications hospitalières. Que ce soit généralisable pour l'ensemble des infections sévères qui sont vraiment problématiques à l'hôpital, je pense que c'est plus difficile. Et après, elle aura la phagothérapie, ce frein que nous avons connu. D'ailleurs, il y a un projet qui était un des projets fondateurs d'Antabio que nous avons arrêté, qui était un projet antivirulent. C'était un mécanisme totalement nouveau où on ne ciblait pas la bactérie, on n'essayait pas de la tuer, mais on développait une molécule qui l'empêchait d'être virulente, donc qui adoucissait, on va dire atténuait son effet. Et en fait, on a été très freiné par les challenges au niveau du développement clinique. De quels sont les endpoints, comment vraiment bâtir un développement clinique pour des approches aussi innovantes. Donc moi, je dirais, franchement, je suis totalement agnostique et on est à nouveau, on n'a pas le luxe aujourd'hui de dire cette approche n'est pas intéressante. On doit être dans la diversité. L'histoire des Black Swans, c'est exactement la même chose. Quand les gens vous disent, mais quelle est la prochaine, ok, quel va être le prochain Black Swan? On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que ça va arriver. Personne ne savait que Covid-19 allait être là, le type de virus qui allait provoquer ce problème. Comme Bill Gates fait son talk en 2015, il n'est pas en train de dire Covid-19 va débarquer. Il est simplement en train de dire on joue avec le feu et ici, on n'est pas préparé par rapport à une pandémie. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait, quand on a résolu ce problème de marché et on est en train de le faire, c'est avoir toute une batterie d'approches innovantes, un portefeuille d'approches innovantes, parce qu'on ne sait pas par où va venir le Black Swan. Et la phagothérapie, eh bien, c'est une approche totalement innovante. À mon avis, le challenge, il est plus dans faire avaler le morceau aux autorités réglementaires et bien définir le produit, le profil de produit qu'ailleurs. Nous n'avons pas ce problème parce que nous, on associe le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on a des produits innovants qui ciblent des mécanismes de résistance nouveaux associés à des antibiotiques que tout le monde connaît. Et tout le monde sait comment développer un inhibiteur de bêta-lactamase associé à un bêta-lactame. Donc, on n'a absolument pas ce problème au niveau du développement clinique. Si je peux me permettre de poser une deuxième question, parce que j'ai la parole, en fait. Bien sûr. En fait, pour le premier produit que vous développez qui va rentrer donc en phase clinique, en fait, comment allez-vous faire en fait pour recruter les patients, en fait, pour mener les essais cliniques, puisque finalement, on comprend que les patients ne sont pas ici. Finalement, il y a des épisodes en fait chroniques en Europe qui ont déjà eu lieu. Néanmoins, c'est pas endémique ici. Donc, vous allez aller directement en Inde, directement en Chine faire ces essais. Alors, comment est-ce que le recrutement va se passer? C'est des pays pas forcément si simples que ça. Alors exactement. Ben là, il y a deux réponses. Il y a la réponse avec ce que je sais maintenant.
et la réponse avec ce qu'on saura dans 3 ans. Donc, avec ce que je sais maintenant, c'est la Chine. Donc, clairement, la Chine et l'Inde. Hein. Mais l'idée, c'est de faire une phase 1 là où, peu importe où, enfin, là où c'est stratégique de le faire, mais après, d'avoir un partenaire qui puisse développer ça et générer des données en Chine et en Inde, là où il y a des patients. Ces données nous serviront à nous pour développer notre molécule, puisqu'on gardera nos droits sur le reste du monde. Là, en Europe, aux États-Unis, une fois que les taux de résistance auront augmenté et qu'il y ait plus de patients. Donc, c'est une espèce de stratégie échelonnée. On génère les données là où elles sont et elles nous sont utiles pour adresser les marchés occidentaux, les gros marchés américains, européens dans un deuxième temps. C'est un peu la stratégie qu'on a. On n'a pas ce problème pour le deuxième projet, le fameux 3310, puisque là, en fait, les patients sont partout et c'est un inhibiteur de KPC, OXA, donc des mécanismes de résistance qui sont déjà prévalents de façon abondante. Et on ajoute en plus à ces bactéries qui sont des entérobactéries responsables d'infections urinaires, le coverage de ce produit-là. Il a également Acinetobacter, qui est un pathogène respiratoire très compliqué. Et on a une excellente activité, ce qui fait que ce deuxième produit qui, lui, est en préclinique et qui va rentrer en clinique en 2021, lui, il a vraiment un marché mondial et il a surtout, alors, dans un monde post-Covid, il a cette étiquette infection respiratoire qui le rend très, très attractif. Merci. Merci pour cette réponse. On a le temps pour une toute dernière question. Qui souhaite la poser? Bonjour, vous m'entendez? Alexis Rideau. Oui, bonsoir Alexis. Bonsoir à tous. Moi, j'ai une question, c'est par rapport aussi à un aspect qui est le fait qu'il y a beaucoup de pharma qui sont donc retirés du marché et il y avait des spécialistes industriels qui, me semble-t-il, commencent à être une population peut-être vieillissante, c'est-à-dire des gens qui commencent à arriver en fait à des âges soit de retraite avancée ou autre. Donc, une des questions que j'ai, je ne sais pas, Marc, ce que vous en pensez, mais c'est aussi la perte d'expertise scientifique qui était très présente dans les groupes leaders et Alors évidemment, il y a eu beaucoup de personnes qui ont créé des CRO, des activités avec des petites entreprises qui parfois ont du mal aussi à survivre. Voilà, donc c'est un point aussi que j'ai souvent entendu et comment on ne va pas perdre en fait, in fine, cette expertise qu'on avait dans l'anti-infectieux, le développement de produits, notamment dans les phases qui sont un peu plus avancées, où on a quand même besoin de ce type de personnes. Mais complètement, vous avez totalement raison. Ça, c'est un des dommages collatéraux les plus brutaux et les plus difficiles à résoudre, parce qu'effectivement, une fois que les gens partent à la retraite, ce savoir-faire va se perdre. Oui, c'est d'ailleurs parmi les préconisations que nous aussi, on a à BIM, on est très en soutien d'efforts comme par exemple ICAR, qui est un programme qui a été créé par Patrice Courvalin. En fait, c'est une espèce de conférence d'une semaine où on justement transmet le flambeau. C'est destiné à des étudiants, des jeunes postdocs, pour qu'ils entendent parler de drug discovery et de développement d'antibiotiques dans toutes ces phases. Ça, c'est des initiatives qu'il faut absolument soutenir parce qu'elles maintiennent la flamme vive. Là, je parle juste au niveau académique, on va dire, mais également les derniers réceptacles, j'allais dire, ou les dernières zones d'accueil de ces chercheurs et ces développeurs d'antibiotiques, ce sont les petites boîtes, ce sont les biotech comme Antabio. Donc là aussi, la France, enfin, je veux dire à nouveau, quand je parle d'Avibactam ceftazidime, c'est une molécule qui était développée par Aventis, c'est inventé par des Français à Romainville. Je veux dire, on connaît tous Mérieux, Servier, enfin bref, toute la tradition qu'il y a dans le développement pharmaceutique en antibiotiques en France, c'est stratégique. Et ça me paraît très dommage de le perdre. Surtout qu'il existe. Et en plus, on est le plus gros contingent en Europe de sociétés innovantes dans le domaine de l'antibiothérapie. Donc oui, totalement d'accord avec vous, Alexis.
Bien, eh bien, merci pour cette réponse. Nous sommes arrivés à 19h50, l'heure de terminer notre conférence. Merci à tous d'avoir participé avec nous. Merci Marc d'avoir répondu à toutes ces questions. Comme d'habitude, nous nous retrouvons demain soir. C'est la dernière conférence de la semaine, puisqu'on a une du lundi au jeudi. Demain soir, nous accueillons Franck Mouton, le président de France Biotech, et puis Nicolas Brienne, qui est lui France Numérique. Vous savez que Covid-19 a fait tomber littéralement énormément de barrières pour le numérique pour entrer dans l'hôpital. On espère qu'il en sera de même pour l'antibiothérapie, que ça fasse avancer les choses enfin dans le bon sens. Merci encore à tous, et puis retrouvez-nous sur notre site Biotech Finance. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est www.biotech-finance.com, et vous y retrouverez notamment les nombreux articles écrits sur Antabio et sur ces projets. Voilà. Merci encore. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde. Bonsoir. Merci, au Au revoir. revoir. Bien, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour cette 30e conférence Biotech Finance en partenariat avec France Biotech. Comme d'habitude, nous sommes là, évidemment, vous le savez, pour échanger de manière conviviale et de nous enrichir les uns les autres au fil des expériences des entrepreneurs. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Marc Lemonnier. Bonsoir Marc. Bonsoir. Marc, qui est le patron de Antabio, le PDG de la société Antabio, qui travaille dans l'antibio-résistance. Il nous expliquera ce qu'il en est exactement, et qui est aussi membre du board de BIM Alliance, BIM, qui est un consortium qui regroupe un gros contingent de sociétés françaises et européennes, voire au-delà, et qui essaye d'influer politiquement pour que l'antibiorésistance devienne une question centrale dans les politiques des différents pays européens et ailleurs, en tout cas européens. Voilà, donc on est vraiment au cœur de l'actualité aujourd'hui, Marc Lemonnier. Cœur de l'actualité qui remet en avant l'anti-infectiologie, l'antibiorésistance, et qui nous montre que ces secteurs ont été complètement délaissés pendant des années. Vous allez nous expliquer pourquoi. Elles sont revenues dans la lumière en raison de Covid-19, mais la grande question, c'est est-ce qu'elles ne vont pas repartir dans l'ombre après? Bon, bonsoir tout le monde. Je pense que c'est une très bonne question parce qu'effectivement, le plus gros danger qu'on a en général dans le monde de la santé, c'est cette tendance à toujours s'inscrire dans un cercle de urgence-complaisance. Donc, une urgence sanitaire apparaît et là, il y a une forte mobilisation, évidemment, puisque tout le monde se sent concerné. Et puis, les solutions arrivent et on rentre dans un cycle de complaisance jusqu'à la prochaine urgence. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce qu'on est en train de vivre, c'est effectivement, on se rend compte dans nos pays, en tout cas, que on était faussement protégés, que nos systèmes de santé finalement sont à risque et que la santé, c'est un élément structurant de l'économie. Ça, c'est vraiment un leitmotiv que j'ai. Et je vous parlais pourquoi Antabio intègre totalement cette pensée. Mais disons que il y a un parallèle intéressant pour moi entre les maladies infectieuses et l'économie. Je pense que ce sont deux domaines qui répondent en fait à des mêmes problèmes structuraux et fondamentaux. Regardez ce qu'on appelle par exemple les signes noirs. En économie, les black swans sont des événements imprévus et imprévisibles qui créent des catastrophes, qui ont un impact catastrophique. Donc, le 11 septembre, c'est un signe noir dans l'économie, et Covid-19 est un signe noir au niveau de la santé. Mais en réalité, quand on regarde de près, on se rend compte qu'il y avait des éléments précurseurs, des signes de l'arrivée d'un signe noir. Alors, par où il éclate et lequel il est exactement, on ne sait pas. Mais Covid-19 n'est pas un signe noir. J'en veux pour preuve, par exemple,
vidéo de Bill Gates, ce TED Talk qu'il a donné en 2015 et que tout le monde a partagé à juste titre parce que c'est totalement brillant, en disant, regardez, il a vu quelque chose que personne n'a vu. Enfin, Bill Gates est une personne extrêmement brillante, mais il ne s'est pas levé le matin en disant, j'ai fait un rêve, on va être attaqué par des virus. D'ailleurs, quand on regarde la vidéo, on se rend compte qu'il donne un certain nombre de références. Il parle d'Ebola, il parle de la grippe, il parle de beaucoup de choses. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que l'antibiorésistance, c'est le signe noir de demain. Et que là, je pourrais faire mon Bill Gates et vous dire qu'en 2025, par exemple, eh ben, il va y avoir un gros épisode épidémique dû à la résistance aux antibiotiques et je pourrais vous donner un certain nombre de références. Le problème est que je vais, comme Bill Gates en 2015, parler totalement dans le vide. Et là, à nouveau, je fais le parallèle avec l'économie. Il y a des biais cognitifs dont nous sommes tous victimes qui font que nous sommes un petit peu incapables de voir au-delà de l'urgence immédiate. Et c'est par là que pêche le système. C'est-à-dire que nous avons des solutions qui sont à portée de main. Il y a dans la BIM Alliance que vous mentionnez tout à l'heure, 64. La BIM Alliance est une association de biotech européennes qui sont dédiées à l'antibiorésistance. 74 membres, dont le plus gros contingent est la France, d'ailleurs, à peu près un quart de sociétés françaises. Et nous ne cessons de répéter que nous avons, alors je regarde mon anti-sèche, on a 140 programmes, projets, produits en développement, que ce soit en préventif, en diagnostic, en thérapeutique. La plupart d'entre eux sont des produits très early stage, ils sont en préclinique, en clinique early. Et tout est là, l'innovation est là, etc. Mais nous sommes en train de nous épuiser parce que justement, les biais cognitifs des investisseurs, et quand je dis investisseurs, je ne dis pas forcément les capitaux risqueurs parce que finalement, les capitaux risqueurs réagissent par rapport au marché. Mais le gouvernement, les gouvernements, la puissance publique n'est pas capable d'anticiper cette problématique. Et tout le boulot que je suis obligé de faire en tant que CEO, à part de gérer mon équipe et de développer des produits innovants, c'est d'essayer de convaincre qu'il est très bon marché d'agir maintenant pour prévenir une catastrophe qui, elle, coûterait très cher. Covid, aujourd'hui, le World Economic Forum dit 1 trillion, 1000 milliards de dépenses par an, enfin de coûts. D'ailleurs, je trouve que c'est assez bas comme fourchette. Le groupe qui a été lidéré par le Wellcome Trust il y a quelques jours, il y a 10 jours, et l'Union européenne ont réussi à rassembler 8 milliards de dollars avec Bill Gates, avec la Banque mondiale, etc. 8 milliards. Ces 8 milliards vont permettre d'avoir les ressources nécessaires pour développer des vaccins en urgence pour le Covid et résoudre des problèmes de manufacture. 1000 milliards face à 8 milliards. En temps normal, personne ne mettrait 8 milliards pour développer les vaccins. D'ailleurs, la valeur d'un vaccin contre le Covid il y a 6 mois, c'était 0. Aujourd'hui, c'est plusieurs milliards. Donc, vous voyez que le marché tout seul ne peut pas résoudre ce problème. Il faut que nous anticipions, il faut que nous fassions ce qu'on a pu faire. Excusez-moi, je suis un peu bavard, mais je pense que c'est vraiment très, très crucial cette problématique économique. Quand on a eu une épidémie d'accidents de voiture dans les années 70, où les gens roulaient sans ceinture, où il n'y avait absolument rien, les gouvernements ont pris les choses en main. Et ils ont mis les ceintures de sécurité. Et puis après, on a eu les freins ABS et on a eu les airbags. On a eu des autoroutes qui étaient entretenues. On a mis des éclairages. On a interdit l'alcool au volant. Bref, il y a eu tout un tas d'approches qui pouvaient coûter cher. Le contribuable paye pour ses routes en bon état, pour ses éclairages. Les voitures sont plus chères parce qu'elles ont des ceintures de sécurité. Mais pourquoi refuse-t-on de le faire pour l'antibiorésistance? Alors, les gens vous diront, parce que, écoutez, on ne va pas quand même dépenser de l'argent sur un problème qui n'existe pas, qui n'est qu'hypothétique. Faux. Le budget de la biodéfense aux États-Unis, 6,7 milliards de dollars. Et d'ailleurs, c'est tellement hypothétique qu'ils ont commencé à se dire que bon, cet argent, quand même, il faudrait le justifier par quelque chose de concret. Et ils sont maintenant en train d'accepter des produits, je vous le donne en mille, destinés à lutter contre l'antibiorésistance. Une société appelée Paratech
à travers le programme BioShield, Biodéfense américain, a été financé récemment. Donc, oui, on est capable de le faire. C'est de la volonté politique qui manque. Donc, la BIM Alliance, on fait ce qu'on peut. Malheureusement, dans le domaine de la santé, tout cela est noyauté par les médecins et les scientifiques, dont je suis. Et les médecins et les scientifiques, on est des gens très bons, mais par contre, on est très mauvais à deux choses. On est très mauvais en communication et on est très mauvais en économie. Et c'est pour ça qu'il faut absolument introduire de l'expertise économique si on veut résoudre ce problème. Ce problème est un problème économique. Nous l'avons vu, le Covid est capable de détruire des économies. L'antibiorésistance le fera aussi. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, je pense que malheureusement, nous allons repartir dans l'urgence complaisance dès qu'on aura trouvé un vaccin ou dès qu'il y aura des médicaments qui permettront de gérer la crise. Mais franchement, je souhaite qu'on prenne une leçon et je souhaite qu'on reconnaisse qu'il y a de l'innovation qu'il faut soutenir maintenant et pas dans 2 ans. Parce que dans 2 ans, le fruit sera tombé de l'arbre, il sera pourri. Voilà. Bien, merci. Alors, Marc, que vous nous disiez que vous n'êtes pas très bon en communication, je n'y crois pas à l'ombre d'un instant, pour vous, en tout cas. C'est ma faute. Et simplement, revenons maintenant sur Antabio. Justement, où est votre proposition de valeur? Où est-ce que vous en êtes? Et comment est-ce que cette crise pour vous, au sein d'Antabio, vous permet d'avancer plus sereinement? Alors, bon, oui, j'allais dire oui. Bon, les incertitudes au niveau de l'économie et de par où vont partir les investissements et est-ce que ça va créer un appel d'air ou pas, j'en sais rien. Je pense qu'en toute logique, ça devrait, puisque le Covid-19, déjà une des conséquences évidentes, c'est que la consommation d'antibiotiques est en train d'augmenter. 90%, je pense, des patients, je crois, j'avais lu dans un papier chinois, sont traités aux antibiotiques d'entrée. Donc, enfin, on est en train de traiter les gens d'une façon assez désespérée. Et je pense que les efforts de stewardship, c'est-à-dire de bon usage des antibiotiques, sont en train de voler en éclats. Ça, en toute logique, ça devrait conduire à une augmentation des résistances aux antibiotiques qu'on va avoir sur les prochaines années. Ça va sans dire que les patients de Covid sont des patients qui sont en mauvais état, ils sont intubés, etc. Et là aussi, en théorie, même si on n'a pas les données encore, ils devraient être sujets à des infections secondaires qui pourraient impacter leur mortalité. Mais là, franchement, on n'a pas encore assez de recul. Donc, pour toutes ces raisons, effectivement, développer des antibiotiques destinés à traiter ces infections sévères et mortelles à l'hôpital devrait retrouver un attrait. Comment réagit Antabio par rapport à ça? Depuis toujours, nous avons été guidés par l'utilité clinique. C'est-à-dire, nous, on pense que dans un marché cassé, un dysfonctionnel, il est évident que moins on est différencié des génériques, moins on a d'arguments, non seulement pour convaincre les cliniciens, mais pour convaincre les investisseurs et pour convaincre les financeurs publics d'investir dans des incentives pour des nouveaux antibiotiques. Donc, on a fait évidemment, nous, l'innovation, ce n'est pas la nouveauté, ce n'est pas la science prix Nobel, c'est l'utilité clinique. Et dans l'utilité clinique, il y a la nouveauté. Si on n'est pas nouveau, on n'est pas utile. Mais c'est de s'adresser à des pathogènes et à des infections qui soient prioritaires, qui soient reconnues comme étant les plus dangereuses, c'est-à-dire les sources des prochains black swans. Donc, nous, tous nos programmes adressent des pathogènes prioritaires de l'OMS, de la CDC, de tous ces organismes qui regardent l'épidémiologie au niveau mondial. Et quand je dis utilité clinique, je veux que le clinicien reconnaisse dans ce produit, en le voyant, en sachant comment le doser et l'utiliser, il ait une facilité, ça lui parle. Donc, c'est pour ça que nous développons des molécules qui, en fait, viennent cibler des mécanismes de résistance et sont associés à des antibiotiques que les cliniciens connaissent très bien et qui sont des antibiotiques qui sont safe et très efficaces. Donc, nous associons nos molécules casseuses de résistance à des antibiotiques comme le méropenem qui sont les jouets favoris, on va dire, des cliniciens en réanimation. Et nous adressons des mécanismes émergents.
Et ça, c'est le risque. C'est-à-dire, ça a été la faiblesse d'Antabio dans le pitch vis-à-vis d'investisseurs qui n'aiment pas le risque, hein, de dire on est en train d'adresser les infections de demain. On est en train d'inventer l'antithérapie de demain. Ça, c'était vraiment quelque chose qui ne passait pas. Aujourd'hui, si avec Covid-19, on n'a pas compris qu'il faut commencer à avoir de la nouveauté, non simplement pour aider les cliniciens, mais également pour pouvoir justifier des modes de remboursement et un effort de la société pour payer plus cher un médicament qui est vraiment une valeur sociétale. Donc, Antabio, c'est ça, c'est essayer de comprendre. On est une boîte qui fait de la science, qui développe des médicaments. Dans mon équipe, il y a des ex de Novexel, il y a des gens d'AstraZeneca, de GSK, des gens qui ont fait ça souvent et avec succès, d'amener des antibiotiques sur le marché. Mais il y a également toujours cette pensée économique, cette pensée financière. Si je donne quelque chose, il faut que ça soit utile et il faut que je puisse justifier sa valeur. Voilà un peu comment nous fonctionnons. On a l'impression que Antabio est plus soutenu par l'investissement étranger américain, le réseau Carbix, que par les fonds français eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous parler de Carbix et de ce gap avec l'investissement français? Alors, oui, je peux vous parler de Carbix et évidemment, on a eu beaucoup de soutien à l'étranger, ce qui n'est pas sans dire qu'on a des investisseurs français. D'ailleurs, l'ensemble du panel de nos investisseurs, à ce jour, je parle de fonds de capital risque, sont basés dans la région de Toulouse ou à Paris. Et également, nous avons Christophe Ricard, qui est notre investisseur principal et qui nous a soutenus depuis le début avec sa vision et son soutien stratégique et financier. Et qui est avec nous ce soir. Et qui est avec nous, je crois. Voilà. Absolument, absolument. Voilà. Bonjour Christophe, bonsoir. Après, moi, j'ai construit une boîte anglo-saxonne et ça, c'est pas de la… c'est du hasard, oui et non, dans le sens qu'en fait, que ce soit la Grande-Bretagne et les États-Unis ont une grande tradition de développement d'antibiotiques et de grandes compétences. Et j'ai pensé également qu'il fallait accéder à ce monde pour accéder à des financements un petit peu exotiques pour une boîte française. Donc, nous avons été les premiers à avoir le Wellcome Trust, par exemple. On a eu 2 fois de financement du Wellcome Trust en 2013 et 2015 pour 4 millions à peu près chacun. Et puis après, le fameux Carbix. Et qu'est-ce que c'est que Carbix? Carbix, là, il faut leur rendre hommage. C'est vraiment un consortium visionnaire et un assemblage hétéroclite, puisqu'on y trouve les fonds fédéraux américains à travers BARDA, mais également des organisations caritatives, enfin des fondations biomédicales comme le Wellcome Trust et comme Bill and Melinda Gates, mais aussi le gouvernement anglais et le gouvernement allemand. Et la France n'y a pas encore pris part. Carbix subventionne de la R&D early, c'est-à-dire il finance jusqu'à la phase 1. Après la phase 1, qui est déjà une vallée du désert, mais il y a une autre vallée du désert, c'est comment est-ce que je finance jusqu'au marché, quoi. Et là, il y a Barda et il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est-à-dire, là, on a une grande traversée du désert. Dans un marché, à nouveau, qui est dysfonctionnel, et on en parlera, si vous voulez que j'aborde les raisons de la problématique marché, je le ferai avec plaisir. Mais disons que voilà, donc mon appel, ce que j'ai écrit l'autre jour dans ma petite tribune dans votre journal, j'appelle la France, parce que c'est mon pays, c'est là où je suis basé, à adresser cette vallée du désert, ce besoin. Je répète, c'est bon marché par rapport à l'impact désastreux que va avoir l'antibiothérapie, pas seulement chez le patient qui a eu la malchance d'être infecté parce que voilà, il s'est coupé ou un truc. Non, je suis en train de parler des patients traités, des patients atteints de cancer et qui subissent des chimiothérapies, qui sont immunodéprimés, qui sont sujets à des infections. Je suis en train de parler des remplacements de prothèses dans les genoux. Si vous êtes infecté par une bactérie qui est résistante, par exemple, qui porte NDM, NDM, c'est un élément, c'est un mécanisme de résistance aux antibiotiques, mais qui est porté par ce qu'on appelle un plasmide. C'est un élément d'ADN qui est transféré de bactérie en bactérie très facilement. Et ces bactéries-là, non seulement elles sont résistantes au carbapénème, mais elles sont résistantes à tous les antibiotiques, sauf la colistine, sachant que la résistance à la colistine a déjà émergé en Chine. Donc,
Je parle de l'architecture de l'hôpital, je parle de l'architecture de la santé qui va s'écrouler si on n'est pas capable de répondre à ça. Parce que quel est l'homme de 50 ans qui commence à avoir le genou qui est, mais qui dit qu'il veut continuer à jouer au tennis, qui va aller se faire opérer du genou s'il attrape une infection par une Klebsiella NDM et qu'il a une chance sur deux de mourir. Donc voilà, donc je parle de mortalité, mais je parle également de toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau d'une population et de l'économie. Donc, je demande à la France de faire ce geste. La France fait plein de choses, soyons tout à fait justes et honnêtes. Il a à la tête de la problématique de l'antibiorésistance au ministère de la Santé quelqu'un d'une énorme compétence, qui est Céline Pulsini, mais qui n'est pas un économiste. On n'a pas l'équivalent d'un Jim O'Neill qui est en Angleterre. Par exemple, Jim O'Neill, c'est un type qui sont allés chercher les gens responsables de la santé en Angleterre et qui est un ex de Goldman Sachs et qui est un économiste. Ils sont allés le chercher et ils sont allés lui demander explique-nous exactement quel est le problème ici. Si l'antibiorésistance commence à prendre des proportions épidémiques et ça monte et on le voit et tout le monde le voit. Et Jim O'Neill a fait une étude, il a fait un pavé et c'est à ce jour le seul modèle économique, on va dire, un petit peu élaboré, développé, qui part de l'analyse jusqu'à la proposition de solution, qui soit disponible. Je pense qu'en France, nous avons des économistes de premier lieu, de top niveau, avec lesquels nous sommes en train de discuter à travers l'Alliance BIM. Et je pense qu'il faut absolument qu'on rentre cette logique économique, parce que c'est eux peut-être qui vont réussir à porter ce message que nous, les scientifiques et les médecins, ne sommes pas capables vraiment de faire résonner au niveau du gouvernement. Bien. On va revenir au cœur de cette problématique parce qu'effectivement, il y a des freins avec les standards par rapport à ce que vous produisez. Mais justement, moi, j'aimerais bien vous entendre parler de votre pipeline, savoir de quoi il est constitué aujourd'hui, quelles sont les étapes qui restent à franchir et quand est-ce que vous accédez au marché. D'accord. Éventuellement. Donc, nous, on est en fait, alors là, je reviens un peu avec le Covid, on est à un stade qui s'appelle la préclinique. Évidemment, donc, c'est entre la discovery, c'est-à-dire la pure recherche de molécules, et les essais cliniques. Et ce stade-là, grosso modo, dans notre pipeline, nos projets sont échelonnés, mais on va dire qu'ils sont tous au stade préclinique. Ça nous a beaucoup protégés du Covid. Aujourd'hui, on peut dire que Antabio est une société qui est assez modèle par rapport à la crise du Covid, parce que, on a réagi très vite. C'est vrai qu'on a une énorme activité de prospection en Chine, et je vous expliquerai pourquoi, par rapport à l'intérêt de nos produits. Et donc, notre réseau chinois, on entendait qu'il se passait des choses en Chine et que cette histoire de Covid était quand même sérieuse. Et nous avons été en télétravail avant même le début du confinement officiel. Donc, on a réagi très vite. Et deuxièmement, le fait qu'on soit en préclinique, ça nous a protégés parce que voilà, on n'a pas de projet en clinique. Et on a aussi la chance de travailler avec des prestataires qui ont été très, très réactifs et très, très bien protégés. Donc ça, c'est pour le contexte. Maintenant, pour ce qui est de nos projets, comme je vous disais tout à l'heure, la spécificité d'Antabio, c'est de développer des molécules, des nouvelles molécules pour aller cibler directement, aller attaquer les bactéries dans la cause de la résistance. Donc, on développe des inhibiteurs de résistance et on les associe avec un antibiotique pour rendre cet antibiotique à nouveau efficace. Et ça a l'avantage que ça permet de traiter des infections qui autrement n'ont pas d'alternative ou peu d'alternatives thérapeutiques, mais également le médecin, lui, c'est un peu comme l'Alka-Seltzer, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 20 ans, c'était un truc qu'on prenait quand on avait l'acidité d'estomac, et puis je ne sais plus qui avait développé ce produit, mais ils avaient fait Alka-Seltzer plus. Donc ils avaient rajouté un tampon, je ne sais pas si c'était de la citrate de bétaïne, je ne sais pas quoi, enfin qui faisait que voilà, c'était plus. Bon, tout le monde prenait l'Alka-Seltzer plus, exactement comme l'Alka-Seltzer. Et donc là, c'est exactement notre proposition, c'est que le médecin va lui donner son méropenem, qui pourra à nouveau prescrire à ses patients, parce que ce méropenem est un méropenem plus, qui a maintenant un inhibiteur qui le rend actif contre ces bactéries résistantes. Les mécanismes
émergent, NDM, j'en avais parlé, c'est un mécanisme de résistance au carbapénème. Alors lui, il n'est pas né en Chine, mais il est né en Inde. Et NDM, ça veut dire New Delhi Métallo-Bêta-Lactamase. La première fois que ça a été décrit, c'était en 2008. Aujourd'hui, l'Inde est totalement inondée de bactéries NDM. En Chine, on a des taux aussi qui sont extrêmement préoccupants et ça commence à arriver partout dans le monde. Et par exemple, l'année dernière, il y a eu des épisodes épidémiques, notamment en Toscane avec des morts, mais également en Allemagne et en Hollande. Donc, c'est une baignoire qui déborde. La baignoire, c'est l'Inde et la Chine. Et là, nous commençons à voir l'eau couler sur notre tapis. Donc, Antabio a une proposition de solution thérapeutique contre ces bactéries. Le deuxième projet, c'est la même philosophie, mais c'est une molécule qui, elle, va adresser des mécanismes de résistance qui sont prévalents dans le monde entier. Donc, c'est une molécule qui cible ce qu'on appelle KPC, OXA, et un certain nombre de bactéries gram-négatives qui font que c'est un projet très intéressant et très pertinent, notamment pour les infections respiratoires. C'est une molécule qu'on appelle ANT3310 et que nous sommes, c'est celle qui a reçu le label QIDP de la FDA récemment, qui reconnaît son intérêt en tant qu'adressant un besoin médical urgent. Et après, le troisième programme qu'on a, lui, il cible un marché niche, une maladie orpheline, qui est la mucoviscidose. Et là, cette molécule, elle est différente des autres, c'est-à-dire qu'elle sera également administrée avec des antibiotiques, mais ça sera un traitement par inhalation et qui pourrait être combiné d'ailleurs avec d'autres partenaires, pas en combinaison fixe, en association fixe, et destiné à traiter les infections chroniques chez les patients atteints de mucoviscidose, les infections chroniques étant la cause majeure en fait de la mortalité précoce de ces patients. Donc des projets innovants ciblant à chaque fois des bactéries prioritaires de l'OMS en préclinique. Nous sommes en train de préparer la phase 1 pour le projet NDM et très honnêtement, comme NDM, à nouveau les biais cognitifs n'est pas extrêmement prévalent en Europe et aux États-Unis. Nous cherchons des partenariats en Asie parce que là le problème il est là, il est réel, il est actuel, il y a déjà des morts. Donc, ce programme est un programme pour lequel nous cherchons des partenariats asiatiques, notamment. Pour les deux autres programmes, ils sont un petit peu plus early, donc ils sont en préclinique ou juste au début de la préclinique. Et pour ces programmes-là, nous sommes en train de lever des fonds au sein d'Antabio, de préparer une série B de 20 millions d'euros qui nous permettra d'atteindre en 2023 des résultats de phase 1 pour l'ensemble des programmes. Faire simple. Et dans l'antibiothérapie, on a quand même la chance que la phase 1 est une vraie étape de valeur et de levée de risque, puisque en général, quand on demande que c'est safe et qu'il y a une efficacité réelle montrée chez l'animal, le risque est levé par rapport à d'autres aires thérapeutiques. Donc, le phasage de notre levée de fonds, c'est 20 millions pour arriver en 2023 avec une société qui a des projets en clinique et avec le risque levé de façon significative. Bien, merci pour cette réponse complète. On l'a vu, il y a beaucoup de freins avec le standard. Hein, vous l'évoquez, c'est une question que vous évoquez souvent, le frein du standard par rapport aux produits innovants, les questions de prix, parce que c'est aussi ça. C'est pour ça que vous appelez de vos voeux une responsabilisation des autorités de santé publique. Oui, alors, soyons très clairs, parce que évidemment, ici, et surtout en cette période où la communication scientifique est empreinte de polémique, on ne peut plus ouvrir la bouche sans que les gens essayent d'analyser ce que vous dites à travers le prisme du conflit d'intérêts. Moi, les génériques, je les adore. Et il faut utiliser des génériques quand les génériques vont vous sauver. Ça, il n'y a absolument aucun problème. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je ne suis pas pour qu'on survende des antibiotiques. Les volumes de vente des antibiotiques doivent être contrôlés. On sait que plus on utilise des antibiotiques et plus on crée des résistances. Mon combat, le combat de BIM, ce n'est pas ça. Le combat de BIM et des boîtes comme Antabio, c'est de dire, quand on a un besoin médical non adressé, il faut que ce produit, s'il est vraiment différencié,
s'il est vraiment efficace, s'il est vraiment safe, il faut que ce produit ait sa chance. Et il faut que le clinicien, il ait l'opportunité de l'utiliser. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Exemple très, très simple. D'où vient tout ça? À nouveau, l'économie. Je veux dire, dans les années, Ronald Reagan, en 1981, il arrive et il dit il faut absolument contrôler les dépenses publiques, on va commencer à s'attaquer à l'hôpital. Et il introduit les DRG, Diagnostic Related Groups, en disant aux hôpitaux, à partir de maintenant, quelqu'un qui a une opération du genou, voilà, il reste 5 jours, on va dire, là, vous serez remboursé $6,000. Et ainsi de suite. Et chaque patient était relié à un groupe de remboursement, un groupe de diagnostic DRG. Bien, arrive l'antibiorésistance, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette personne qui a une opération du genou et qui son genou s'infecte, eh bien, on va le traiter avec la molécule la moins chère. Parce que maintenant, le prix de l'antibiothérapie, il va être pris sur ce DRG. Et s'il dépasse le DRG, eh ben, ça viendra de la poche de l'hôpital. Donc, l'hôpital est sous pression pour utiliser au maximum les génériques. Et à nouveau, parfait tant que ça marche. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des bactéries qui ont des mécanismes de résistance qui font que les génériques habituellement utilisés, le méropenem en est un et tous les autres, ne marchent pas. Qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne le seul générique qui marche encore, qui sont souvent des molécules de fond de tiroir toxiques comme la colistine. Et là, je dis stop. Parce que là, on n'est plus en train de penser aux bénéfices du patient, on est en train de limiter financièrement l'utilisation du meilleur produit. Parce qu'un produit comme la Livectam ceftazidime, inventé par Novexel et développé après par AstraZeneca et maintenant chez Pfizer, c'est un excellent antibiotique, safe, et évidemment, il coûte $1,000 le traitement par rapport à $50 de colistine. Donc, qu'est-ce qu'ont en train de faire les États-Unis? Ce que sont en train de faire les États-Unis avant Covid, mais je pense que ça va continuer, c'est qu'ils sont en train de changer ça. C'est-à-dire que maintenant, le système de remboursement, ils ont augmenté un peu la marge de remboursement de ces nouveaux antibiotiques s'ils sont QIDP, comme les antibiotiques, c'est-à-dire prouver traiter des infections résistantes et vraiment un besoin non adressé, eh bien, ils seront mieux remboursés. Ça, c'est parfait. Parce que ça veut dire que maintenant, moi, clinicien, si j'estime que le produit antibio, c'est celui qui va sauver mon patient, je peux l'utiliser et je serai remboursé. On n'y est pas encore, hein. On n'est pas encore à 100% de remboursement, mais on y va. Mais ça ne veut pas dire que le produit antibio, il va pouvoir faire un marché, il va avoir un chiffre d'affaires, des revenus qui vont attirer des investisseurs privés. Parce que je n'ai pas le droit, même si je développe une molécule qui va sauver des vies, je n'ai pas le droit d'avoir le même prix que peuvent avoir d'autres molécules, par exemple anticancéreuses, qui est des pricing très très haut. Et je peux abonder dans le sens de pourquoi il y a une telle pression sur le pricing des antibiotiques, mais c'est un réel problème. Donc, à nouveau, il faut introduire de l'économie là-dedans. Il faut valoriser les antibiotiques nouveaux et adressant des besoins médicaux non adressés, non pas simplement sur la valeur qu'ils ont sur le patient X, mais sur la valeur sociétale. Ce sont des composants de l'infrastructure de la santé. C'est les extincteurs dans un immeuble. Je veux dire, on n'est pas en train de dire il faut qu'il y ait des incendies pour justifier que j'ai acheté un extincteur. Si on est en train de dire la santé ne tient que s'il y a des extincteurs. Aujourd'hui, cette santé n'a pas d'extincteur qui s'appelle les antibiotiques pour traiter les infections résistantes. Il faut changer ce système et il faut permettre non simplement un meilleur remboursement, mais une valorisation des antibiotiques, non pas sur le volume de vente, mais sur la valeur sociétale de ces antibiotiques. Bien, merci Marc pour cet ensemble de réponses nourries. Il est 19h33. Eh bien, on va passer aux questions des participants à cette conférence. Si quelqu'un veut poser la fameuse première question. Est-ce qu'il y en a une? Bon, non. Alors on continue, Marc. Vous avez parlé d'une levée de fonds de 20 millions d'euros.
et vous êtes en pointe des relations avec la Chine. On a beaucoup discuté dans les différentes conférences des investisseurs chinois qui étaient déjà très actifs, qui ont été actifs dès début janvier-février, qui ont repris les cordons de la bourse et financé de nombreux programmes. Est-ce que vous avez des cibles de ce côté-là pour votre campagne d'investissement? Cher Jacques Bernard, nous n'avons pas le luxe, si vous voulez, de prioriser à ce moment les sources et les cibles potentielles. Donc, c'est vrai qu'on parle avec des Chinois comme je parle avec des Américains, des Européens, etc. La différence que je vois au niveau des investisseurs chinois, c'est qu'ils ont moins de biais cognitifs que les Occidentaux. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'eux, ils ont conscience, je pense qu'en Chine, il y a également une volonté, c'est des pays qui n'ont pas des systèmes politiques similaires aux nôtres, donc les décisions sont peut-être plus verticales et plus abruptes, on va dire. Il y a une conscience que la santé publique est structurante. La Chine et son système de santé ne font qu'un. Et la crise du Covid, très clairement, est en train de remontrer, et de remettre à nouveau les pendules à l'heure. L'État chinois, j'anticipe, aura une réaction extrêmement musclé par rapport à ce problème. Donc oui, on parle à des investisseurs chinois, mais aussi à des investisseurs européens. Et là, franchement, il y a deux catégories. Les investisseurs que j'ai chez Antabio, ce sont des personnes qui, je pense, adhèrent au discours que j'ai donné, mais qui pensent aussi, comme moi, que le marché il va y avoir une intervention au niveau du marché, il va y avoir une rémunération des développeurs. Il y a déjà des incentives de type push, c'est-à-dire des financements destinés à réduire les coûts de R&D, donc c'est ce qu'on a obtenu, le Wellcome Trust, Carby, etc. Maintenant, il manque des incentives de type pool, c'est-à-dire des choses qui rendent le marché attractif, des modèles de rémunération de l'entrée au marché. Donc, on retrouve ces investisseurs qui pensent que ça va arriver, et il y a aussi les investisseurs qui sont plus suiveurs et qui se disent, écoutez, je n'y vois pas clair. Je comprends qu'il y a un besoin médical, mais j'ai besoin de voir des bonnes nouvelles de marché. Je dirais que c'est intéressant parce que Roche a fait un deal avec Forge, qui est une boîte concurrente d'Antabio, américaine de San Diego, qui développe également des molécules destinées à traiter des infections sévères à l'hôpital. Et là, ils ont fait un deal récemment qu'ils ont annoncé il y a une dizaine de jours. Je le dis parce que, alors que dans d'autres domaines, des deals de ce genre, on voit peut-être tous les mois, mais nous, ça faisait un bon moment. Donc, est-ce que ça, c'est déjà le signe que certains Roche, en général, ils sont pas mauvais pour détecter en les autres les mouvements. Voilà, il y a ce genre de choses. Donc, nous, on sent un intérêt, on sent que ça me frémit, mais il faut un geste fort des puissances publiques pour rebooster ce marché. Je pensais que Sanofi se mord les doigts d'avoir lâché à Evotech ce qu'il faisait. Le Joker. Bon. Ok. Alors, est-ce que ça, c'est une question de Pauline Rambaud qui souhaiterait que vous partagiez un peu ce que vous connaissez de l'étude des propositions de Jim O'Neill. Jim O'Neill, bon, la grande avancée le grand mérite de Jim O'Neill, c'est d'avoir posé un certain nombre de bases d'une façon assez claire, d'avoir surtout exprimé que la solution était multifactorielle. Là, j'en reviens à mon image des accidents de voiture. Ça peut pas être que juste du push ou juste du pull ou juste une modification au niveau de la réglementation du développement clinique. Ça doit être une batterie d'initiatives. Et notamment, il a parlé de Market Entry Rewards. Donc, en ce moment, les Anglais sont pionniers et sont d'ailleurs les premiers. Le Royaume-Uni est le premier pays à proposer un pilote d'un modèle qui est un modèle de souscription. C'est un peu un modèle Spotify ou Netflix, si vous voulez, dans lequel le développeur sera rémunéré. Donc, l'État va s'engager sur, évidemment, des antibiotiques qui rempliront un certain nombre de critères, et notamment des critères de bon usage des antibiotiques.
entre autres, et aussi de procurement et compagnie. Bref, le développeur sera rémunéré non pas en fonction du volume de vente, puisque c'est ça qu'on ne veut pas encourager, mais simplement en fonction de, voilà, il y aura comme Spotify, c'est-à-dire que ce soit prescrit, pardon, très souvent ou très peu, l'hôpital sait qu'il a accès à cette nouvelle molécule et le développeur maintenant peut prédire les revenus puisque les gens payent une licence d'accès en fait, au lieu de payer au niveau des volumes. Ça, c'est un modèle intéressant. D'autres pays, il y a la Suède aussi, qui ont un modèle de ce type-là, essayant de stimuler, de favoriser l'accès au marché et de donner surtout aux développeurs comme nous une visibilité des revenus. Parce que si moi j'ai une visibilité, donc mes investisseurs commencent à avoir une visibilité et là on fait rentrer le cercle vertueux. Donc tout ça c'est assez précoce. Aux États-Unis, il y a des projets de loi, ça s'appelle des bills au Congrès américain. Très malheureusement, Covid a mis un grand coup de pied dans cette fourmilière qui pourtant commençait à prendre et d'une façon très étonnante, enfin très étonnante, on est encore dans le biais cognitif. Covid a donné un coup d'arrêt à des choses qui sont totalement liées à Covid, c'est-à-dire le problème de la résistance aux antibiotiques. Donc là, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais enfin quand même, il y a des projets de loi aux États-Unis destinés à libérer ces forces de marché et à stimuler le marché. C'est un effort qui doit être global s'il veut être efficace. Il n'y a pas un pays qui va pouvoir résoudre tout seul cette problématique. Mais nous sommes maintenant, pour la première fois, dans le concret, dans les essais pilotes et non pas dans les théories. Et c'est grâce à Jim O'Neill qu'on a démarré tout ça. C'est pourquoi moi, je pense qu'on a identifié nos potentiels Jim O'Neill en France, mais j'aimerais que nous ayons, main dans la main, un discours économique sur cette question, de façon à faire entrer la France dans le cercle des pays qui soient vraiment déterminants et décisifs sur ces histoires de marché. Bien, merci pour cette réponse. Emmanuel Depont, j'ai une question. Emmanuel, je vous passe le micro, vous pouvez y aller. Oui, bonsoir, Bonsoir. Marc. Bonsoir Emmanuel. En fait, j'ai une question en fait, de comparaison entre votre approche en fait, de casser finalement l'antibiorésistance, alliée donc à des antibiotiques classiques, à une approche par phagothérapie avec des phages, dont on entend pas mal parler aujourd'hui. Alors, il y a tout un tas d'approches qui sont complémentaires. Dans l'Alliance BIM, par exemple, sur les 140 produits qu'on a, vous allez trouver des approches par phagothérapie, vous allez trouver des produits par inhalation, intraveineuse, thérapeutique, préventif. Et toutes ces approches, en fait, sont complémentaires. La phagothérapie, traditionnellement, se prête mal au traitement IV. Mais franchement, je ne suis pas un bon connaisseur de la phagothérapie et j'aimerais pas donner l'impression que je suis en train de casser des approches différentes. Mais je dirais que la phagothérapie, elle a probablement un target product profile qui peut être extrêmement utile et innovant pour certaines indications hospitalières, que ce soit généralisable pour l'ensemble des infections sévères qui sont vraiment problématiques à l'hôpital. Je pense que c'est plus difficile. Et après, elle aura la phagothérapie, ce frein que nous avons connu. D'ailleurs, il y a un projet qui était un des projets fondateurs d'Antabio que nous avons arrêté, qui était un projet antivirulent. C'était un mécanisme totalement nouveau où on ne ciblait pas la bactérie, on n'essayait pas de la tuer, mais on développait une molécule qui l'empêchait d'être virulente, donc qui adoucissait, on va dire atténuait son effet. Et en fait, on a été très freiné par les challenges au niveau du développement clinique. Quels sont les endpoints, comment vraiment bâtir un développement clinique pour des approches aussi innovantes. Donc moi je dirais, franchement, je suis totalement agnostique et on est à nouveau, on n'a pas le luxe aujourd'hui de dire cette approche n'est pas intéressante. On doit être dans la diversité. L'histoire des Black Swans, c'est exactement la même chose. Quand les gens vous disent, mais quelle est la prochaine, ok, quel va être le prochain Black Swan? On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que ça va arriver. Personne ne savait que Covid-19 allait être là
le type de virus qui allait provoquer ce problème. Comme Bill Gates fait son talk en 2015, il n'est pas en train de dire que Covid-19 va débarquer. Il est simplement en train de dire on joue avec le feu et ici, on n'est pas préparé par rapport à une pandémie. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait, quand on a résolu ce problème de marché et on est en train de le faire, c'est avoir toute une batterie d'approches innovantes, un portefeuille d'approches innovantes, parce qu'on ne sait pas par où va venir le Black Swan. Et la phagothérapie, eh bien, c'est une approche totalement innovante. À mon avis, le challenge, il est plus dans faire avaler le morceau aux autorités réglementaires et bien définir le produit, le profil de produit qu'ailleurs. Nous n'avons pas ce problème parce que nous, on associe le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on a des produits innovants qui ciblent des mécanismes de résistance nouveaux associés à des antibiotiques que tout le monde connaît. Et tout le monde sait comment développer un inhibiteur de bêta-lactamase associé à un bêta-lactam. Donc, on n'a absolument pas ce problème au niveau du développement clinique. Si je peux me permettre de poser une deuxième question, parce que j'ai la parole, en fait. Bien sûr. En fait, pour le premier produit que vous développez qui va rentrer donc en phase clinique, en fait, comment allez-vous faire en fait pour recruter les patients, en fait, pour mener les essais cliniques, puisque finalement, on comprend que les patients ne sont pas ici. Finalement, il y a des épisodes en fait chroniques en Europe qui ont déjà eu lieu. Néanmoins, c'est pas endémique ici. Donc, vous allez aller directement en Inde, directement en Chine faire ces essais. Alors, comment est-ce que le recrutement va se passer? C'est des pays pas forcément si simples que ça. Alors exactement. Ben là, il y a deux réponses. Il y a la réponse avec ce que je sais maintenant et la réponse avec ce qu'on saura dans 3 ans. Donc avec ce que je sais maintenant, c'est la Chine. Donc clairement, la Chine et l'Inde. Hein. Mais l'idée, c'est de faire une phase 1 là où, peu importe où, enfin là où c'est stratégique de le faire, mais après d'avoir un partenaire qui puisse développer ça et générer des données en Chine et en Inde, là où il y a des patients. Ces données nous serviront à nous pour développer notre molécule, puisqu'on gardera nos droits sur le reste du monde. Là, en Europe, aux États-Unis, une fois que les taux de résistance auront augmenté et qu'il y ait plus de patients. Donc, c'est une espèce de stratégie échelonnée. On génère les données là où elles sont et elles nous sont utiles pour adresser les marchés occidentaux, les gros marchés américains, européens dans un deuxième temps. C'est un peu la stratégie qu'on a. On n'a pas ce problème pour le deuxième projet, le fameux 3310, puisque là, en fait, les patients sont partout et c'est un inhibiteur de KPC, OXA, donc de mécanismes de résistance qui sont déjà prévalents de façon abondante. Et on ajoute en plus à ces bactéries qui sont des entérobactéries responsables d'infections urinaires, le coverage de ce produit-là. Il a également Acinetobacter, qui est un pathogène respiratoire très compliqué. Et on a une excellente activité, ce qui fait que ce deuxième produit qui, lui, est en préclinique et qui va rentrer en clinique en 2021, lui, il a vraiment un marché mondial et il a surtout, alors, dans un monde post-Covid, il a cette étiquette infection respiratoire qui le rend très, très attractif. Merci. Merci pour cette réponse. On a le temps pour une toute dernière question. Qui souhaite la poser? Moi, bonjour, vous m'entendez? Alexis Rideau. Oui, bonsoir Alexis. Bonsoir à tous. Moi, j'ai une question, c'est par rapport aussi à un aspect qui est le fait qu'il y a beaucoup de pharma qui sont donc retirés du marché et il y avait des spécialistes industriels qui, me semble-t-il, commencent à être une population peut-être vieillissante, c'est-à-dire des gens qui commencent à arriver en fait à des âges soit de retraite avancée ou autre. Donc, une des questions que j'ai, je ne sais pas, Marc, ce que vous en pensez, mais c'est aussi la perte d'expertise scientifique qui était très présente dans les groupes leaders et Alors évidemment, il y a eu beaucoup de personnes qui ont créé des CRO, des activités avec des petites entreprises qui parfois ont du mal aussi à survivre. Voilà, donc c'est un point aussi que j'ai souvent entendu et comment on ne va pas perdre en fait, in fine, cette expertise qu'on avait dans l'anti-infectieux et le développement de produits, notamment dans les phases qui sont un peu plus avancées, où on a quand même besoin de ce type de personnes. Mais complètement, vous avez totalement raison. Ça, c'est un des dommages collatéraux les plus brutaux et les plus difficiles à résoudre, parce qu'effectivement, une fois que les gens partent à la retraite, ce savoir-faire va se perdre. Oui, c'est d'ailleurs parmi les préconisations que nous aussi, on a à BIM,
on est très en soutien d'efforts comme par exemple ICAR, qui est un programme qui a été créé par Patrice Courvalin. En fait, c'est une espèce de conférence d'une semaine où on justement transmet le flambeau. C'est destiné à des étudiants, des jeunes postdocs, pour qu'ils entendent parler de drug discovery et de développement d'antibiotiques dans toutes ces phases. Ça, c'est des initiatives qu'il faut absolument soutenir parce qu'elles maintiennent la flamme vive. Là, je parle juste au niveau académique, on va dire, mais également les derniers réceptacles, j'allais dire, ou les dernières zones d'accueil de ces chercheurs et ces développeurs d'antibiotiques, ce sont les petites boîtes, ce sont les biotech comme Antabio. Donc là aussi, la France, enfin, je veux dire à nouveau, quand je parle d'Avibactam ceftazidime, c'est une molécule qui était développée par Aventis, c'est inventé par des Français à Romainville. Je veux dire, on connaît tous Mérieux, Servier, enfin bref, toute la tradition qu'il y a dans le développement pharmaceutique en antibiotiques en France, c'est stratégique. Et ça me paraît très dommage de le perdre. Surtout qu'il existe. Et en plus, on est le plus gros contingent en Europe de sociétés innovantes dans le domaine de l'antibiothérapie. Donc oui, totalement d'accord avec vous, Alexis. Bien, eh bien, merci pour cette réponse. Nous sommes arrivés à 19h50, l'heure de terminer notre conférence. Merci à tous d'avoir participé avec nous. Merci Marc d'avoir répondu à toutes ces questions. Comme d'habitude, nous nous retrouvons demain soir. C'est la dernière conférence de la semaine, puisqu'on a une du lundi au jeudi. Demain soir, nous accueillons Franck Mouton, le président de France Biotech, et puis Nicolas Brienne, qui est lui France Numérique. Vous savez que Covid-19 a fait tomber littéralement énormément de barrières pour le numérique pour entrer dans l'hôpital. On espère qu'il en sera de même pour l'antibiothérapie, que ça fasse avancer les choses enfin dans le bon sens. Merci encore à tous, et puis retrouvez-nous sur notre site Biotech Finance. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est www.biotech-finance.com, et vous y retrouverez notamment les nombreux articles écrits sur Antabio et sur ces projets. Voilà. Merci encore. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde. Bonsoir. Merci, au revoir. Au revoir.